Donc l'objet de notre intervention est de vous présenter en quoi le numérique peut être un outil de redéfinition de l'observation et d'évaluation en EPS. Et on va se centrer pour cela sur une activité, sur l'abstrat vitesse relais. Donc pour essayer de contribuer à la commande et au thème de cette biennale sur l'observation et l'évaluation, on va essayer de montrer que le numérique peut revêtir des nouveaux enjeux pour les élèves et pour l'enseignant au niveau de l'observation et de l'évaluation, mais des enjeux qui sont conditionnés donc à la mise en place d'un certain protocole ou ce qu'on appellera un scénario pédagogique. On va s'appuyer sur un filtre d'analyse qui s'appelle le modèle SAMR, modèle qui a été créé par un chercheur canadien et qu'on a essayé de réadapter au contexte de l'EPS. Alors c'est pas pour autant une recherche d'une caution scientifique que l'on cherche avec ça, c'est juste pour inviter les collègues et les utilisateurs du numérique éducatif à se poser la question à quel niveau je peux me situer dans ce modèle-là et qu'est-ce que je pourrais essayer de mettre en place pour que l'utilisation du numérique ait un enjeu plus important et une plus-value plus importante pour les élèves. Et donc on se centrera donc surtout sur notre scénario pédagogique en vitesse relais. Donc notre postulat de départ est de dire qu'en revêtant son avis éducatif, le numérique va être un moyen d'impliquer un élève en quête d'autonomie dans l'appropriation de compétences. Appropriation, c'est un terme sur lequel j'insiste, puisque l'ambition ici, c'est de vous montrer que l'élève va être acteur de l'acquisition de ses compétences au travers des différents rôles qu'il va être amené à tenir. Et donc notre idée est de l'impliquer, ce qui ne veut pas dire restreindre son implication à juste un aspect motivationnel. C'est-à-dire qu'on va essayer de dépasser l'enjeu, de dire que le numérique va motiver les élèves, on va essayer d'aller bien plus loin et de montrer tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc des nouvelles perspectives au niveau de l'observation et au niveau de l'évaluation. On parlera un petit peu d'évaluation formative et d'évaluation sommative. On va essayer de voir également que des choses qui pouvaient être réservées peut-être au haut niveau ou à un niveau d'expertise, que ce soit technique pour la part de l'enseignant ou au niveau des compétences de l'élève, rentrent depuis maintenant plusieurs années plus facilement en compte dans le contexte d'enseignement de l'EPS, notamment par exemple au niveau d'une connaissance du résultat immédiat, où les outils vont faciliter certaines choses à ce niveau-là. Pour autant des implications donc pédagogiques et didactiques, il y a des conditions à réunir pour que le numérique puisse avoir un intérêt et jouer pleinement son rôle, que ce soit au niveau de l'autodétermination, de l'autorégulation, de la dévolution, des gros mots un petit peu qu'on va essayer de mettre en acte autour de l'utilisation de ces outils, et donc autour de l'utilisation d'un scénario pédagogique. Le scénario, on le définira de la façon suivante, c'est pour nous une succession d'étapes au cours desquelles l'élève est le propre acteur de la construction de sa compétence. Acteur, ça veut dire qu'il va jouer un rôle. Et le rôle, il va interpréter donc un rôle au sein du scénario que l'enseignant va lui proposer. Le prof va donc initier, proposer un contexte pour favoriser ses acquisitions motrices, méthodologiques et ou sociales. On va s'appuyer donc déjà rapidement sur le modèle SAMR. Alors le modèle SAMR, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a en fait des choses que l'on pourrait considérer comme des étapes, c'est pas pour autant forcément le message qu'on veut faire passer ici, mais l'utilisation du numérique peut se percevoir à différents niveaux. La première étape serait la substitution, où la technologie à ce moment-là ne fait que répliquer ce que l'on peut faire sans. Il n'y a donc aucun changement fonctionnel. C'est l'exemple typique de fiches Excel, fiches numbers, de choses comme ça qui vont nous permettre des calculs plus rapides, mais pour autant, est-ce que ça a un changement dans la relation pédagogique ou didactique? À ce niveau-là, non. Une deuxième étape, l'augmentation, où la technologie agit alors comme une substitution directe d'outils avec une amélioration fonctionnelle. On pourrait prendre l'exemple d'une application qui va nous permettre un recueil statistique, qui va nous permettre d'enrichir peut-être ce recueil statistique, mais pour autant qui ne va pas à nouveau nécessairement transformer les modalités d'intervention de l'enseignant. Une troisième étape serait la modification. La technologie, cette fois-ci, va permettre une reconfiguration significative de la tâche. On pourrait prendre l'exemple de ressources qui permettent aux élèves d'avoir un répertoire de pyramides, un répertoire de figures, des critères de réalisation qui sont associés. Et à ce moment-là, lui permettre de s'impliquer pleinement dans le choix de l'atelier à travailler, dans le choix de la pyramide à constituer avec ses élèves selon les critères qui lui sont définis. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir parler avec, sans grande prétention, avec beaucoup de modestie également, d'évoluer les apprentissages aux élèves et de leur permettre de faire des choix eux-mêmes. Une dernière étape serait que la technologie permet la création de nouvelles tâches auparavant inconcevables.
C'est à ce niveau-là, donc on va essayer surtout de se situer. Cette fois-ci, donc, l'élève va pouvoir peut-être s'investir pleinement, notamment dans les CMS dont on a pu parler un petit peu ce matin sur certaines interventions, dans le travail de juge, d'observateur ou de spectateur, avec par exemple des applications d'analyse vidéo. Alors, notre ambition, ça va être d'aller par là. Le fil rouge donc, que l'on adopte ici sur cette intervention, donc autour de cette APSA, est de dire que le numérique est un outil d'observation et d'évaluation, mais il s'agit bien d'une utilisation ponctuelle. On ne veut pas être étiqueté geek, prof de numérique, prof d'informatique. C'est bien un outil. On l'est, on l'assumera, c'est pas grave, mais c'est bien un outil ponctuel, à un moment donné, qui va revêtir à ce moment-là un sens pour l'élève. Dans le cadre donc, du scénario que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc on se centre, comme on l'a dit, sur les APSA vitesse relais 4e en niveau 2. On prendra donc un exemple en niveau 2. Et on va prendre 3 ressources. Quelque part, les intitulés des ressources, ce n'est pas ce qui constitue le corps de notre intervention, c'est surtout à quoi elles vont nous servir. Une première ressource d'analyse vidéo, CoachEyes, dont le nom est CoachEyes, il y en a d'autres, hein, il y a des équivalents, qui va nous permettre d'avoir un panel d'outils à ce niveau-là pour annoter la vidéo que l'élève va pouvoir filmer ou que l'enseignant va pouvoir filmer. Donc CoachEyes, iOS, Android. iOS, c'est les outils Apple, tablette, iPad et iPhone. Android, c'est en général le reste. Deuxième outil, Springtimer. Je caricature, hein, on essaie d'aller vite parce qu'encore une fois, le but pour nous, c'est pas de rentrer par l'outil, mais c'est de voir ce que l'on peut faire avec les élèves. Deuxième outil, Springtimer, donc qui nous propose une photo finish. Donc voilà, c'est de ce type-là et qui va nous permettre beaucoup de choses au niveau de l'observation, au niveau du travail du chronométreur et au niveau de la précision également de critères de réalisation. Troisième outil, c'est un outil différé de type Kinovea, pour ceux qui connaissent peut-être davantage sur PC, mais cette fois-ci on va être sur tablette, ça s'appelle BAM Video Delay sur iOS, il y a des équivalents sur les autres OS, hein, sur Android également, qui va tout simplement nous permettre de diffuser le flux vidéo avec un retard. Donc on voit les chaussures de notre collègue ici. Voilà, si l'élève passe devant la caméra, réalise un geste, avec le petit différé que j'aurais fixé en haut, hein, de quelques secondes, il va pouvoir immédiatement se revoir dans le but d'avoir un procédé autoscopique, hein, permettre à l'élève de se confronter à l'image de son propre corps. Voilà donc les outils sur lesquels on va s'appuyer et notre scénario pédagogique va s'articuler autour d'une situation de référence et de 4 ateliers qu'on va essayer rapidement de présenter. Alors, par rapport à la situation de référence, on a voulu choisir quelque chose de simple. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à donner à l'élève quelque chose qui allait lui parler. Cette notion de fil rouge, elle prenne son sens, c'est-à-dire qu'on ait une observation qui soit mêlée à l'évaluation et qui lui permette de l'accompagner et de le guider pour reprendre les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Donc, quelque chose qui lui serve de repère. Donc, on a choisi de prendre pour un niveau 2 de pratique quelque chose de simple. Un relais de 2 x 40 mètres, donc c'est assez standard. Des zones de transmission qui va faire 20 mètres. Donc si statistiquement on spin, ça fait 25% de la distance totale de course. L'objectif pour l'élève, ça va être sur sa course de ne pas passer plus de 25% de son temps dedans. Donc c'est le critère qu'on va lui donner. Évidemment, avec les outils, on va pouvoir avoir ce degré de précision. Parce qu'on a tous connu les cycles de vitesse relais avec des chronométreurs, on en mettait 2 en même temps, il y en a qui nous dit que vous mettez 7 secondes, l'autre qui met vous mettez 12 secondes. Donc assez dur de constater un bon temps. Donc là, le but, c'est d'avoir des critères qui vont être fiables. Donc on voit sur la situation, hein, il y a la zone de prise d'élan, il y a la zone de transmission qui fait bien les 25% de la distance totale, les élèves qui la réalisent. Pour ça, on a décidé aussi de mettre en place une évaluation dite positive. Alors on ne va pas rentrer dans tout ce que va finalement susciter l'évaluation positive, parce que c'est quand même assez dense, mais le but pour nous, c'était simple, c'était de fournir une fiche à l'élève sur laquelle il allait se retrouver avec des indicateurs fiables. Donc on a repris, si on voit avec le laser, on a repris la compétence telle qu'elle est écrite dans les textes, avec un code couleur. Donc ça, on n'a pas inventé, hein, l'Académie Créteil des Académies avait déjà repris ce principe. Et on a dit, voilà, ce qui est en rouge, on est plus sur un critère de performance, vous avez votre barème. L'évaluation est sur 100 points, pour parler en pourcentage aux élèves d'acquisition. Donc ça va permettre de savoir jusqu'à quel pourcentage ils sont de l'acquisition de la compétence. Donc ils ont un barème, ils doivent passer une fois en junior, une fois en relayeur. Sur ce qui est plus du côté technique, ils ont ici leur indicateur par rapport au pourcentage. Donc si je suis à 25% de temps passé dans la zone de transmission, cela me rapporte 20 points, etc., etc. Plus ce pourcentage va être fait, plus ça me rapportera de points. Donc l'objectif pour nous, c'est quand les élèves vont passer,
ils vont utiliser l'application que vous voyez là, qui est CodeShice. Donc CodeShice, il est bien parce qu'il y a pas mal de petits outils qui sont donnés. Et par exemple, celui qui va nous intéresser, nous, c'est le chronomètre. Donc en fait, le repère, ce qu'on dit aux élèves, c'est quoi? On va mettre un chronomètre à partir du moment où le témoin rentre dans la zone et à partir du moment où le témoin sort de la zone. Donc ce n'est pas les chronomètres comme chronomètre, c'est le relais. Donc quand le témoin, par exemple dans le couloir 1, rentre dans la zone, hop, je vais juste avoir à appuyer sur l'écran, ça va me mettre le chronomètre. Quand je défile la ligne de temps, le chronomètre s'incrémente. Et donc quand l'élève sort de la zone, le témoin sort de la zone, ça me donne le temps qu'il a réellement mis dans la zone. Sachant qu'il y a toujours un petit degré de tolérance, il y a toujours un effet de perspective. Donc il faut aussi compter dessus. Mais honnêtement, il n'est pas non plus aussi large que pouvait l'être un chronométrage manuel. De toute façon, il y a aussi l'effet de perspective si on faisait avec un chronométrage manuel. Une fois qu'on a ces données, donc avec Spring Timer, on a le temps total de course qui est fiable, puisqu'on peut diminuer le temps de réaction du coureur, du starter, pardon, au moment du départ comme au niveau de l'arrivée, et on a le temps qui passe dans la zone de transmission. Avec ça, ça va leur donner directement le pourcentage de temps passé dans cette zone-là. Et donc c'est le critère qu'il va falloir améliorer. Alors, nous allons maintenant aborder 4 situations destinées à la fois à l'apprentissage du rôle du donneur et du rôle du receveur. Ces situations permettent donc tout à la fois d'enrichir la motricité des élèves en leur permettant de vivre des expériences culturelles sur l'activité relais, mais également leur permettent donc de construire des plans de la compétence autonome niveau 2. Alors, l'utilisation du numérique donc, dans cette situation d'opposition sur 15 mètres permet donc non seulement d'identifier le vainqueur de la confrontation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais également de faire émerger les principes d'efficacité de la course de vitesse. Donc ici, les élèves s'affrontent sur 15 mètres avec un départ trépied. Le départ trépied, c'est la dernière étape avant le départ en starting block. Alors, il est parfois difficile donc, de déterminer qui a gagné la course lorsque 4 concurrents s'affrontent sur des distances aussi courtes. Ici, cette application, donc la photo finish, permet donc de déterminer avec précision qui a remporté la confrontation. Elle permet également de faire émerger donc, les principes d'efficacité de la course de vitesse. As-tu gardé une position déséquilibrée tout au long de la course, et ce, donc jusqu'à l'arrivée. Mais également, comme nous allons voir sur la prochaine vidéo, quand l'élève coach explique au coureur qu'il aurait pu gagner la course s'il avait franchi la ligne d'arrivée en cassant le buste. Très bon. Alors, dans cette situation, il s'agira donc de partir en position trépied, donc qui permet d'engager les épaules vers l'avant, de faire tomber le flot donc de 40 cm, donc le flot situé soit à 6 mètres, soit à 8 mètres, puis de maintenir le sprint jusqu'à l'arrivée. Et ce, pour appréhender donc la chute vers l'avant, donc pour faire accepter le déséquilibre, et donc favoriser une poussée complète. Donc une tablette est positionnée de telle façon qu'on puisse avoir donc, la zone et toute la course. Donc nous utilisons donc une application qui s'appelle Vidéo Delay, on l'a vécu tout à l'heure, qui permet donc de faire une vidéo différée. Donc nous donnons à l'élève 3 critères à observer. Ce dernier est aidé par 2 camarades observateurs. Donc les 3 critères, c'est lors du départ, mes épaules étaient-elles engagées vers l'avant? Au plot, étais-je encore en position de déséquilibre vers l'avant? Et à quel moment dans la course j'ai commencé à me redresser? Donc il s'agit réellement de faire un lien entre ai-je réussi à toucher le plot et pourquoi je n'ai pas réussi à toucher le plot. Ce procédé otoscopique, comme le disait Johan tout à l'heure, donc l'élève se confronte à l'image de son propre corps, sans empiéter sur le temps de pratique, de par l'absence de manipulation. Les élèves terminent la course, le différé est réglé sur 15 secondes et viennent directement se revoir. Donc donne à l'élève une connaissance immédiate du résultat et un retour sur son action. Alors dans le prochain atelier, donc, nous allons aborder le départ du receveur. Donc passer du départ debout au départ en flexion bascule. Donc étape indispensable,
indispensable pour pouvoir accorder les vitesses. Alors, il s'agira ici donc, de partir en flexion bascule. Donc on voit l'image qui décrit la flexion bascule. Le coureur est en position d'attente, donc debout, les pieds décalés, donc en position sur le schéma. Un élève donne le départ. Pour ce faire, l'élève envoie donc un ballon en position haute. Donc l'élève commence à fléchir, en fléchissant donc, sur la jambe arrière. Et quand le ballon touche le sol, l'élève entame un mouvement de bascule vers l'avant qui lui permet donc, de créer un déséquilibre. Donc ça permet de mettre en mouvement son corps et de partir beaucoup plus rapidement. Donc comme dans la première situation, il s'agit ici de déterminer ce que les élèves ont du mal à faire. Donc c'est pouvoir classer objectivement 4 concurrents, sans risque d'erreur. Cette application donc, permet de faire vivre à l'élève une vraie tranche de vie de juge-arbitre en athlétisme, et ainsi de construire le versant méthodologique et compétences disciplinaires. Donc là, on est vraiment sur le rôle de juge-arbitre qui, avec son chrono électrique, permet de déterminer qui a gagné la course. Alors, dans cet atelier-là, nous allons aborder donc, une situation que j'appelle le ni trop trop. C'est ni trop tôt, ni trop tard. Il s'agira donc d'accorder les vitesses entre le donneur et le receveur. Donc, pouvoir prendre ses marques pour accorder ses vitesses. Donc, en gros, c'est déterminer à quel clos je dois partir pour permettre de recevoir dans les meilleures conditions. Donc, cet atelier permet d'aborder la prise de marque et aussi d'accorder donc les vitesses, comme je le disais. Donc, nous allons partir d'un constat. Nos élèves ont souvent du mal à partir au bon moment. Ils partent soit trop tôt, soit trop tard. Même quand leurs marques sont préalablement définies. C'est un problème de perception et de décision. Donc, les élèves sont donc la situation proposée, donc les élèves sont en opposition, l'objectif étant de gagner la course. Les deux couloirs sont divisés en 3 zones. Une première zone rouge, donc on voit un point, une deuxième zone verte, zone de pointe, une deuxième zone bleue. Le receveur choisit et annonce à haute voix à l'observateur quelle zone il va choisir pour commencer son départ, pour partir. Donc le receveur est en position de départ bascule, nous l'avons travaillé précédemment, et le receveur devra partir au moment où le donneur passe sur la zone annoncée. Un troisième élève, donc, qui joue le rôle d'observateur, pour déterminer si réellement l'élève est passé dans la bonne zone. Donc dans cette situation, il s'agira pour le donneur et le receveur de gagner la course. L'intérêt de cette situation, c'est de montrer que plus le receveur va partir tôt, plus il aura de chances de remporter la course, mais moins de points il aura. Donc plus il partira tard, plus il prend le risque de se faire doubler, mais s'il remporte la course, il marque plus de points. Donc l'intérêt du numérique ici, c'est donc l'application d'analyse vidéo permet à l'élève d'avoir des feedbacks sur sa performance et ainsi de pouvoir établir une relation de cause à effet entre l'intention et l'action. À chaque course, donc 3 élèves sont prévus pour le coaching et l'analyse de pratique. Un élève filme et les 2 autres observent la situation. C'est là que c'est intéressant, ils font la régulation au groupe qui passe sans faire appel à la vidéo. Donc il y a une première analyse avec une confrontation, un espace de débriefing. Voilà, j'ai fait ça, et puis on termine par la confrontation à l'image, et on voit si effectivement il y a toutes les intentions. Donc pour conclure, on a essayé de montrer que le numérique pouvait ouvrir des perspectives, notamment dans le but d'impliquer davantage l'élève dans l'acquisition de ses compétences. Alors, on peut parler d'auto-évaluation, d'évaluation formative, d'une connaissance du résultat immédiate. Évidemment, tout ça, ça ne va pas se faire automatiquement, ça va être guidé évidemment par l'expertise de l'enseignant qui, à un moment donné, va devoir, en tant qu'expert, fixer les critères qui lui paraissent importants pour cet élève à ce moment-là par rapport aux obstacles qu'il rencontre. C'est là qu'on nuance peut-être un petit peu les propos tout à l'heure de Madame Seb. Il nous paraît important en tant qu'enseignant d'être capable
guider l'élève à ce moment-là avec 2-3 critères objectifs, notamment des gamins de 6e, 5e, 4e. Il va falloir guider l'observation à ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir cet espace d'échange. On parlait d'espace de débriefing, on parle également de confrontation socio-cognitive. C'est ce qu'on voulait essayer de vous faire entendre avec notre petite enceinte, mais c'est ce qui se passe autour de l'outil qui est intéressant. C'est qu'il y a des échanges, ils parlent de casser, ils utilisent un jargon, ils utilisent un vocabulaire. On parle également du socle commun de compétences, faire du lien avec le français. À ce moment-là, on voit qu'il y a une recherche d'un vocabulaire précis que l'outil peut également induire, que l'outil peut également faciliter. Par contre, on a essayé de sortir un petit peu de l'idée, les TIS ça motive, je leur donne une tablette, ça les motive. Ça va les motiver 2-3 séances. Après, qu'est-ce que je fais de cet outil? En quoi ça apporte une vraie plus-value à mon élève? Je suis obligé de te couper. Ah non. Moi j'avais, hop, la dernière. Très bien, c'est bon. Donc on voulait juste terminer là-dessus. Le numérique n'est pas éducatif, c'est automatiquement le numérique, et on a paraphrasé, enfin repris tout du moins une phrase de Maurice Baquet en 42 qui nous disait que le sport n'est pas éducatif en lui-même et qu'il le devient. De la même façon, on a essayé de montrer que le numérique n'est pas éducatif en lui-même, mais que ça va le devenir avec la mise en place de l'enseignement.